Coucou, on se retrouve pour la vidéo numéro 3 des bilans lecture du mois d'avril. Donc c'est parti, on y va. Cette vidéo sera probablement un petit peu moins dense que les autres, puisque dans le lot de ce dont je vais vous parler, il y a en fait pas mal de graphiques. J'aurais pu faire le choix de ne faire que 3 vidéos en avril, mais écoutez, c'est pas plus mal, puisque vous savez peut-être que je tourne ces vidéos en avance, et donc c'est bien, ça me sera une vidéo peut-être un peu plus courte à tourner, un petit peu plus courte à monter, et c'est pas plus mal l'un dans l'autre aussi. Donc je ne vais pas plus traîner, on va tout de suite attaquer avec mes lectures. En avril, j'ai lu le dernier tome de Binti de Nnedi Okorafor, que j'avais donc sous le format ActuSF, puisqu'il vient juste de sortir ce tome en poche. Si jamais ça vous intéressait, sachez qu'il est sorti en poche en juin, si je dis pas de bêtises. Bref, Binti, c'est une saga de novella, je crois qu'on peut dire, je crois que c'est même l'autrice qui le dit. Toujours est-il que c'est une saga du coup que j'ai terminée et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Binti, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit sur le continent africain, mais je ne sais plus dans quel pays, je sais même pas si c'est précisé. Elle fait partie d'un peuple qui s'appelle les, encore une fois je ne sais plus rien parce que mon cerveau est un petit peu liquide en ce moment. Bref, en tout cas, elle vit sur le continent africain avec son peuple, sa famille, et voilà. Et elle est dans un peuple un petit peu particulier puisque dans sa culture, on ne part pas. Ça veut dire que la terre est quelque chose de physiquement très important. Le lieu où on vit, c'est hyper important. Et sauf que Binti est un petit peu déchirée entre sa culture, son éducation, ce qu'on lui a inculqué, et en même temps son envie de partir, de faire des études, puisqu'elle a été acceptée dans l'université interstellaire d'Umza, qui donc n'est pas sur Terre, qui est dans l'espace. Donc Binti est vraiment déchirée en deux. Elle va faire le choix de partir contre l'avis de sa famille et de tout son peuple, et elle va partir, et sur le chemin qui l'amène à l'université, son vaisseau va être attaqué par des créatures, mais qui sont en gros des méduses physiquement plus ou moins. Beaucoup de choses vont se passer suite à ça, et on va suivre Binti en fait dans à la fois son rapport à sa famille, à ce départ qui est très mal vu, et en même temps son envie et ses compétences et ses capacités par rapport aux études, la gestion de son traumatisme suite au décès de tous ses camarades sur le vaisseau qu'elle a vu mourir sous ses yeux, et ce qui s'est passé ensuite pour elle avec les méduses, et cette espèce de paradoxe entre son envie d'étudier, de rester sur Umza, et son besoin presque physique de retourner voir sa famille et de faire un peu la paix avec eux. Et voilà, c'est vraiment plein de choses mélangées, surtout qu'en parallèle de ça, on est dans un univers où à la fois son peuple est plus ou moins constamment en guerre contre un autre peuple qui n'est pas très très loin d'eux, et que il y a pas mal de conflits très violents, enfin voilà, où on s'entretue, et en même temps c'est le cas aussi de l'humanité vis-à-vis d'autres créatures. Donc il y a vraiment ce contexte extrêmement conflictuel. Ce sont des thématiques qu'on retrouve beaucoup chez Nnedi Okorafor, que ça soit les thématiques du rapport à la culture, au passé, à la terre avec un petit t, je veux dire l'endroit où l'on est, et le côté traditionnel, et en même temps cette aspiration vers la technologie, et ce mélange des deux. C'est vraiment quelque chose que Nnedi Okorafor fait beaucoup et qui est hyper intéressant. Aussi ce mélange de culture quelque part, puisque Nnedi Okorafor c'est une autrice qui, alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle est née aux États-Unis, ou alors elle a grandi aux États-Unis, mais ses parents sont nigérians, il me semble. Et donc bref, en tout cas, toujours est-il qu'elle a grandi aussi dans ce mélange culturel qui est très particulier, qui fait que on appartient à différents endroits et en même temps à aucun complètement à 100%. C'est une thématique qu'elle aborde beaucoup aussi et qui est passionnante, que j'aime beaucoup. Il y a aussi tout ce rapport avec les relations familiales conflictuelles. C'est quelque chose, encore une fois, qu'on retrouve pas mal chez elle, mais c'est hyper intéressant, avec des grandes figures de famille qu'on retrouve parfois d'un ouvrage à l'autre, et c'est quelque chose, du coup, quand on lit plusieurs ouvrages de l'autrice, qu'on parvient à dégager et qui est intéressant, qui dit des choses, et il y a un traitement que je trouve bien fait. Donc bref, moi j'aime beaucoup ce que fait Nnedi Okorafor. Je sais que Binti c'est particulier. Pourquoi c'est particulier? Parce que c'est quelque chose qui est assez dense, dans un format qui est très court, qui est très où on zappe en fait un peu des passages entiers d'action, où on saute des moments d'évolution des personnages, parce qu'on va à l'essentiel et on aborde de manière frontale et précise
différents conflits et différentes choses. Donc je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais c'est le format de novella de manière générale. Je sais aussi que j'avais échangé avec l'une d'entre vous qui disait qu'elle avait été un petit peu choquée par ce qui se passait sur le vaisseau quand le vaisseau est attaqué et une des méduses fait quelque chose à Binti qui l'avait choquée et qu'elle trouvait que la manière dont c'était abordé était laissée entendre que c'était pas si grave. Et c'est quelque chose qui m'avait aussi interrogée, mais à la fin du tome 2 de Binti, il y a une interview de Nnedi Okorafor qui est assez intéressante parce que en fait elle a vu ça totalement différemment de ce que nous on a pu percevoir. Pour elle, ça faisait référence à un accident qu'elle a vécu quand elle était plus jeune et qui l'a totalement paralysée. Donc je vous laisserai découvrir tout ça, je veux pas trop vous en dire, mais bref, voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve que Nnedi Okorafor a cette façon d'aborder les choses qui est toujours un peu froide et distante, mais qui est aussi hyper riche en fait, pas dans ses personnages, pas dans la manière dont les personnages sont représentés, mais dans les thématiques qu'elle aborde. Et moi j'aime beaucoup, je suis très sensible. J'avais beaucoup aimé Sankofa, j'avais beaucoup aimé Qui a peur de la mort malgré les longueurs. Donc vraiment c'est une autrice que je vous invite à découvrir. Ensuite j'ai lu La toile des femmes en avril de je ne sais plus l'autrice, mais je vous remets ça ici, qui était un service de presse que j'avais reçu de la part de la maison d'édition M+, qui est je crois assez récente si je dis pas de bêtises. C'était un ouvrage qui parlait d'une jeune femme qui était, je crois que c'était au Burkina, avec son conjoint, et en fait ils étaient dans une espèce de mission humanitaire, sauf qu'il y a la guerre là-bas et qu'elle découvre qu'elle est enceinte. Donc son conjoint la met dans un avion pour repartir vers Paris. Elle revient chez son père et elle comprend et malheureusement assez rapidement que son conjoint n'a pas du tout l'intention de revenir pour son accouchement ni pour l'aider. On est dans un tout autre genre de livre. Là on est vraiment dans du contemporain avec des questions qui sont très très centrées autour de la maternité, mais qui étaient extrêmement intéressantes parce que finalement on suit ce personnage qui a rencontré assez jeune, elle est jeune de manière, enfin je veux dire, elle est jeune encore quand elle est enceinte, mais elle a rencontré ce conjoint assez jeune et il y a eu un peu cette espèce de coup de foudre, cette espèce d'évidence, mais du coup c'était intéressant parce que ça parlait de comment peuvent évoluer les relations et comment des choses qui fonctionnent au début d'une relation peuvent devenir le poison de cette relation. Ça parlait aussi évidemment beaucoup de grossesse, de rapport à la grossesse, de rapport à l'accouchement, de rapport au bébé. Est-ce que la maternité c'est quelque chose de si évident qu'on veut bien nous le laisser penser, aussi de toutes les complications qui peuvent suivre un accouchement, concrètement, je veux dire, c'est quand même quelque chose dont on ne parle encore pas suffisamment, de tout ce que ça implique une fois qu'une femme a accouché, dans son rapport à son corps, dans le rapport purement physiologique, les hormones, etc., tout ce chamboulement qui est très très difficile, et aussi dans ce rapport, dans son rapport à l'enfant, d'autant plus quand le père de l'enfant nous a abandonnés et qu'on a une famille qui n'est pas extrêmement aidante. Voilà. Donc il y avait aussi tout ce côté rapport familial qui était abordé. Enfin, ça abordait beaucoup de thématiques. Donc c'est un livre qui est assez spécifique. Si la maternité vous intéresse, en tout cas, c'est pas la maternité en tant que... Faut pas voir ça comme forcément parce qu'on a des enfants, en fait. Parce que c'est intéressant, je pense, de lire ce genre d'ouvrage quand on n'a pas d'enfants, même qu'on n'en veut pas, mais peut-être pour comprendre ce qui peut arriver à nos copines qui ont des enfants, à nos sœurs, à que sais-je, en tout cas aux personnes de notre entourage qu'on aime. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément un livre qu'il faut aborder en se disant ouais, je veux pas d'enfants donc je m'en fous. Ça peut être intéressant, je pense, mais après il faut que les thématiques vous intéressent et c'était quand même assez dur, c'était assez révoltant. J'en avais pas mal parlé sur Instagram quand je l'avais lu, je vous avoue. Je n'ai plus de souvenirs aussi précis que sur le moment. Sur le moment, j'avais plein de choses à en dire, donc je vous invite à aller voir le vlog où j'en parle de manière plus détaillée, parce que j'avais quand même pas mal détaillé cette lecture avec ses qualités et ses défauts, puisque je me souviens qu'il y avait des défauts. Mais je vous avoue que là, a posteriori, il y a 2 mois que je l'ai lu, ce que j'en garde, c'est ce que je vous en ai dit là. Donc, pour moi, c'était une lecture qui était intéressante. Il y avait de très bonnes choses. Ça avait le mérite d'aborder des thématiques dont on ne parle pas assez. Ça me laissait ce sentiment vraiment de livre écrit par quand même une femme blanche privilégiée qui a grandi dans un contexte de vie qui était assez privilégié, parce que voilà, dans la manière dont sont abordées certaines choses, c'est un peu l'impression que j'en avais, et du coup ça souffrait parfois de ces défauts-là. Mais c'est à découvrir quand même, je pense. Et puis surtout, si vous voulez un avis plus détaillé, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où j'en ai parlé dans la playlist vlog lecture d'avril. Vous aurez vraiment pour le coup mon avis à chaud et détaillé. En avril, j'ai découvert le tome 1 des Carnets de l'apothicaire. Alors, c'est pas celui que tout le monde connaît, je pense. C'est la version qui est sortie après et qui respecte plus le roman d'origine.
si je dis pas de bêtises. Mais je vous remets la couverture là, de toute façon, comme ça, vous verrez de quoi je parle. C'est un livre que m'avait offert mon frère quand il était venu et que j'avais beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très chouette. J'ai été assez étonnée, en fait, finalement, que ce soit assez violent. Le personnage principal est assez violent. En gros, l'histoire, c'est une jeune fille qui se fait enlever et qui va être servante au palais impérial peut-être d'une des concubines de l'empereur, enfin pas directement mais ça va déboucher à ça en fait, parce qu'elle est guérisseuse et elle va sauver le bébé de la concubine. Donc la concubine va la prendre dans son service et va la garder avec elle. Et donc en fait ça parle de ça parle dans ce premier volume, ça pose un petit peu les personnages, l'ambiance, et on suit ces deux concubines, je crois qu'elles sont deux, qui ont leur bébé qui est très malade et que personne n'arrive à guérir et que elle a le pouvoir de guérir parce qu'elle connaît très bien les plantes et qu'elle va sauver. Ça abordait des trucs qui étaient pas aussi jeunesse que ce à quoi je m'attendais. Ça parlait du rapport au corps, ça parlait de... Enfin, il y avait des passages qui étaient un peu... genre, je sais plus très bien, mais une des deux concubines qui dit oui, mais... Enfin, je sais plus, j'ai peur qu'en gros, l'empereur se lasse de moi et la fille qu'on suit, qui s'appelle je sais plus comment, qui lui disait... en gros, bah non, mais regardez, vous avez des gros seins, c'est bon, enfin... C'était un peu déstabilisant, mais au demeurant, c'était une chouette lecture. J'avais bien aimé, je continuerai ça avec plaisir. J'ai pas eu l'occasion, mais je reprendrai ça avec beaucoup de plaisir. En avril, j'ai lu Vers de lierre de Louise Lebarre, que j'ai acheté avant que la maison d'édition ne ferme. Donc c'était Noir d'absinthe, si je dis pas de bêtises, et que j'ai beaucoup aimé. C'était une très chouette lecture. Alors c'est pas un coup de cœur, c'était pas parfait, mais c'était intéressant. C'était intéressant pour l'ambiance. C'était très réussi en termes d'ambiance, puisqu'on suit un écrivain qui écrit des polars ou des thrillers, mais qui a un gros écrivain à succès et qui a un petit peu, je sais plus si c'est des polars ou des thrillers ou autre chose, mais bon bref, en tout cas des bouquins à succès, et qui a une espèce de panne d'écriture et qui va perdre sa grand-mère et aller chez elle dans le village où il a passé des vacances et voilà, qu'il connaît très bien, pour vider la maison. Il va se retrouver un petit peu face à ce mythe qu'il connaît depuis qu'il est petit, donc le ver de lierre, voilà, qui est une espèce de faune a priori, et il va mettre un peu un pied dans les mystères de ce petit village autour d'un château et d'une femme assez âgée qui vit là, assez recluse et qui est assez mal vue par les habitants. Et bref, c'est un récit qui était intéressant parce que on avait le récit de cet écrivain et le récit d'un autre protagoniste par le regard de l'écrivain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, un des protagonistes, je vais pas vous en dire plus, parce que vraiment, faut le découvrir, a écrit une histoire et c'est notre narrateur qui lit cette histoire. Donc il y avait vraiment un chouette travail en termes de narration que j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé que ça se lisait vraiment très bien. C'était hyper fluide, c'était très simple, très agréable à lire, très simple à lire. Après, je vous avoue que moi, personnellement, j'ai pas été surprise. Je pense, même si j'ai un peu oublié, mais je pense que j'avais deviné les 3/4 des révélations bien avant qu'elles arrivent. Vraiment, c'est pas le truc le plus subtil qui soit, mais ça se lit pas, je pense, pour ça. Je pense que c'est vraiment ce genre de livre qu'il faut lire pour le travail d'ambiance, ce côté fantastique, un peu glauque, un peu dérangeant, un peu sombre. Et en ça, c'était réussi, ça a fait le job. C'était une lecture plaisante. C'est aussi un livre qui a d'abord été auto-édité avant d'être édité en maison d'édition. Donc, c'est, je crois, un premier roman. Et je trouve que pour un premier roman, il y a vraiment beaucoup de choses qui laissent penser que l'autrice a plein de choses à nous dire et plein de choses à écrire à long terme. Si vous aimez ce genre de récit, voilà, fantastique, gothique, un peu glauque, avec ce côté un petit peu légende de village, quoi. Vraiment, c'était très chouette. Je vous invite à le découvrir. En avril, j'ai lu The Sad Ghost Club. Et je ne me rappelle encore une fois plus du nom de l'autrice, mais je vous remets ça là, que j'ai lu en anglais, parce que franchement, le prix était, je crois que je l'ai payé 3 €, quelque chose comme ça, ou 2 € en anglais, donc j'ai pas tergiversé longtemps, je l'avais trouvé d'occasion, et vraiment, vu le nombre de mots dans ces pages, ça valait pas le coup de payer plus pour le lire en français, très honnêtement. De Sad Ghost Club, c'est l'histoire d'un petit fantôme qui, en fait, je pense, est un petit fantôme pour qu'on puisse s'identifier à ce personnage et aussi peut-être pour le côté un petit peu métaphorique, puisque c'est un personnage qui souffre d'angoisse, qui souffre aussi de phobie sociale, voilà, de ce type de mots, en fait, qui sont de plus en plus courants dans nos sociétés, je pense, ou peut-être plus diagnostiqués, je ne sais pas.
et on suit l'histoire de ce petit fantôme qui essaie de mener une vie sociale à peu près normale et qui va rencontrer un autre petit fantôme qui a des problèmes un petit peu similaires. C'est vraiment, je vais pas vous en dire plus parce que vraiment ça se découvre, c'est très mignon dans le sens où il y a quelque chose d'adorable dans ces personnages, dans leur façon d'analyser les choses et dans les traits du dessin, il y a quelque chose d'assez mignon, mais ça reste assez profond en fait en termes de thématiques. On sent que l'autrice parle de choses que potentiellement elle connaît, qu'elle a vécu, qu'elle a expérimenté, et c'est assez réussi. Je pense que si vous souffrez d'anxiété, d'angoisse, d'anxiété sociale et ce genre de mots, ça peut être quelque chose d'intéressant à lire parce que je pense que vous pouvez avoir ce côté positif de je me sens représentée, je me sens moins seule, sans le côté anxiogène de voir des situations dérangeantes représentées. Alors après, je souffre pas de ça de cette façon-là personnellement, donc c'est difficile à dire pour moi, mais je pense que ça vaut le coup et je crois que c'était Isabelle des Chroniques du Hérisson qu'on avait parlé, qui elle souffre pas mal d'anxiété, qui recommandait. Donc a priori, vous pouvez y aller si vous souffrez d'anxiété, ça aura plutôt un effet positif que négatif sur vous. J'ajouterais que j'aimais beaucoup le dessin parce que, en fait, si vous voulez, on est sur un dessin où le fond, donc tout est noir et blanc, mais le fond est travaillé, je pense, à l'encre, et dessus il y a les dessins des petits fantômes qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus presque enfantins, et moi j'aime bien ce contraste, donc j'ai trouvé que c'était très chouette. Je vous recommande cette lecture. Pour terminer, j'ai lu la trilogie, en tout cas qui n'est pas une trilogie, mais à l'heure actuelle on n'a que 3 tomes, de Lightfall de Tim Probert. En anglais, je pense qu'on dit Probert, puisqu'il est états-unien. Lightfall, c'est l'histoire d'une petite fille qui vit avec son grand-père, qui est un cochon, mais un cochon anthropomorphisé. C'est son grand-père d'adoption parce qu'elle a été abandonnée et lui s'est occupé d'elle. Et elle est... je sais plus exactement ce qu'ils font, mais je crois qu'ils créent des remèdes. Ils sont un peu guérisseurs avec les plantes et tout. Et un jour qu'elle part dans la forêt chercher des plantes, etc., elle rencontre une créature qui est censée avoir disparu depuis très longtemps, qui... alors je sais plus le nom de la race de cette créature, mais c'est le dernier représentant de son espèce a priori. Il s'appelle Cad et il va la sauver parce qu'elle va tomber d'un arbre. Et il lui dit qu'il cherche justement son grand-père cochon parce que son grand-père cochon est le dernier, a priori, qui peut lire la langue d'origine de ce personnage. Je ne sais pas si je suis claire. Ils vont repartir tous les deux jusqu'à la maison du grand-père cochon qui, entre-temps, est parti, a laissé un mot à sa petite fille en lui disant qu'il devait faire quelque chose de très important et qu'elle ne le suive pas. Et que va-t-elle faire? Elle va le suivre et aller le chercher, bien évidemment, sinon il n'y aurait pas d'aventure. On est sur ce genre de fantaisie graphique, jeunesse, pour moi, extrêmement réussi. C'est réussi à tous les niveaux. C'est réussi dans les personnages, c'est réussi dans les relations entre les personnages, c'est réussi dans l'histoire en elle-même et l'aventure, c'est réussi dans les illustrations et les dessins, vraiment tout le côté graphique est réussi, c'est réussi à 100%. C'est un livre qui véhicule de très belles valeurs en termes d'amitié, en termes de rapports intrafamiliaux, ça véhicule de belles valeurs aussi en termes de solidarité, d'entraide. C'est un livre qui est réussi parce qu'on suit des personnages, donc on suit d'une part Cad, qui est le dernier représentant de son espèce, avec tout ce que ça peut impliquer d'être le dernier et aussi toute son histoire qui est très douloureuse. Et on suit la petite fille qui s'appelle, je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler Léa, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Bref, qui elle souffre pour le coup, encore une fois, d'anxiété, qui a des très 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 grosses crises d'angoisse, qui sont très très bien représentées par Tim Probert, qui doit sûrement en souffrir parce que pour le faire aussi bien, soit c'est un génie et on lui a expliqué et il arrive à représenter et il a un talent incroyable, soit il en souffre lui-même parce que vraiment c'est hyper bien fait, c'est très visuel, c'est très réussi parce que vous n'avez pas besoin de mots pour comprendre à l'instant T les sensations physiques qu'a ce personnage. Franchement, pour moi, réussir à représenter avec du dessin, sans aucun mot, des sensations physiques, c'est excellent, c'est incroyable, je trouve ça incroyable, vraiment. Vraiment, c'est très chouette. L'aventure est très chouette. Ça a ce côté un petit peu comme 5 mondes, je sais pas si vous connaissez, c'est publié aussi chez Gallimard, où il y a un peu des étapes dans l'aventure et il y a un peu des... il faut faire telle chose et quand on arrive au bout et qu'on a fait telle chose, bah en fait, il faut faire aussi ça pour compléter ça, vous voyez. Donc du coup, chaque tome a vraiment cette espèce d'unité en son sein qui fonctionne très bien. Je ne peux que vous recommander et vous encourager à découvrir Lightfall, adulte ou enfant ou ado, mais sans aucun problème. Vraiment, vraiment, vraiment. Je sais que mon fils de 2 ans, qui ne sait pas lire,
passe du temps à regarder par exemple les images de Lightfall. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, pour moi c'est tout public. Il n'y a pas de choses ultra violentes, ultra dures. C'est accessible et même si on veut pas le lire et qu'on n'a pas envie de lire, il y a des enfants qui n'aiment pas forcément lire des grands paragraphes de texte. Juste en regardant les illustrations, on peut suivre l'histoire. Donc bref, c'est incroyable, c'est génial, j'adore, je vous recommande. Pour moi, c'est un des meilleurs graphiques jeunesse que j'ai lu ces derniers temps et je ne peux que vous encourager à découvrir Lightfall, vraiment, vraiment très très fort. Voilà, c'est tout. Vous aurez vu, c'est un point qui était assez rapide. J'espère que j'ai été assez claire et concise. J'espère que j'ai pas été trop brouillon. Vous savez que je suis nulle pour retenir les prénoms, les noms, les trucs. Et évidemment, comme je ne prends pas de notes, du coup, je peux pas vous ressortir tout ça. J'en suis désolée. N'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'il faut que je fasse l'effort de noter les noms des personnages et des lieux pour rendre plus clair mon propos. Parce que c'est vrai que j'y vais toujours un peu comme je le sens, mais des fois c'est peut-être pas le plus pertinent. Donc dites-moi ça. En attendant, je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres et surtout Lightfall. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!